Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le président du Faso poursuit les consultations avec tous les acteurs du développement. Le monde de la culture a pu échanger aujourd'hui avec Michel Kafando à Kosiam. Une information judiciaire est ouverte depuis la découverte des canettes de boissons périmées. Le procureur du Faso a fait aujourd'hui le point de la procédure, les produits alimentaires importés et leur qualité. C'est le thème de l'émission controverse de ce soir à partir de 21h. Les enseignants des écoles privées réclament les mêmes avantages et droits que leurs collègues du public pour se faire entendre. Ils ont observé aujourd'hui un sitting. Bienvenue à cette édition de 20h. Consultation tous azimuts du président du Faso qui a rencontré aujourd'hui les acteurs du monde de la culture burkinabé. Artistes, musiciens, cinéastes, comédiens, producteurs professionnels des arts plastiques et appliqués, littéraires, écrivains, bref, du beau monde à Kosiam pour échanger avec Michel Kafando. Reportage Ernest Kambiré. Nouvelle preuve du dialogue inclusif engagé par le président du Faso avec les différentes composantes de la société burkinabé. Ce face-à-face, Michel Kafando, représentant des artistes et acteurs de la culture, a permis d'échanger à bâton rompu sur tous les aspects de la vie nationale, sur la culture burkinabé et au-delà. Praticien du cinéma et de l'audiovisuel, du livre, de la musique, des arts et de la scène, des arts plastiques et appliqués et du patrimoine, toutes les filières du monde de la culture burkinabé étaient représentées. Un moment précieux d'échange saisi par le chef de l'État, Michel Kafando, pour les inviter à soutenir les actions de la transition. Je n'ai pas besoin de le dire. Le monde culturel que vous êtes avait pris une part active, je dirais même une part déterminante dans l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Votre message a été clair. Votre message a été entendu par la transition, qui en a pris bonne note. Pour traduire tout cela en réalité, nous avons besoin de vous. Et je pense qu'en organisant de tels échanges, de telles rencontres de proximité, que nous pouvons arriver à évaluer ce que nous avons fait ensemble depuis cette insurrection. Ces moments d'échange direct sur tous les aspects de la vie nationale a permis aux artistes, acteurs du monde de la culture, de poser leurs préoccupations au président du Faso. À ce titre, les dossiers qui nous semblent prioritaires sont l'opérationnalisation de l'Agence de développement des industries culturelles et créatives, ADIC, entendue déjà depuis 2 ans, qui nous permettra d'avoir des ressources pour des productions culturelles et artistiques de qualité et davantage professionnaliser nos acteurs. Autre préoccupation soulevée, le manque d'appui financier pour soutenir la création, le port de la tenue traditionnelle, la fréquentation des salles de ciné, la question des droits d'auteur, la formation, la professionnalisation du FESPACO et de sa privatisation. L'avenir du FESPACO réside en sa privatisation. Parce que quel que soit Alpha, le comité d'organisation qui dépend de l'État, il y a toujours une suspicion. Que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, les festivals en général sont privés. La privatisation a aussi ses avantages, comme vous le savez. Pourvu simplement qu'on l'opère, comme on le dit, en bon père de famille, c'est-à-dire mettre les balises nécessaires pour que les choses fonctionnent correctement. Ce qui est le plus difficile dedans, c'est quoi? C'est toujours la question de gestion. Je pense qu'il y a eu vraiment une bonne révision de toutes les problématiques et on espère que des choses concrètes vont pouvoir se mettre assez rapidement en place. Je dirais que je suis satisfaite à 50% parce que voilà, on a posé nos doléances, on veut mieux comprendre, il a donné des réponses. Maintenant, on attend qu'il mette en pratique, même si ce n'est pas tout, quelques-uns de nos préoccupations. À 48 heures du début de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le président du Faso, Michel Kafando, a appelé les artistes et acteurs de la culture burkinabé à aller à ce rendez-vous en rang serré pour mieux faire rayonner la culture burkinabé au-delà des frontières du pays.
Ce communiqué à l'occasion de la tenue de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail sont déclarées continues de 7h à 14h dans la commune de Ouagadougou pour la période allant du samedi 28 février au samedi 7 mars 2015. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qui devront s'organiser pour assurer le travail dans les services activités continues. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Koudoubi Sinare. Les acteurs de la transition au Burkina sont désormais nantis pour mieux conduire le processus en cours. Pendant 3 jours, ils ont échangé sur les forces et faiblesses de la gestion de la transition afin de trouver la meilleure voie à suivre. Jacques Lamissa Tarpaga. Ils ont passé en revue les différents axes que devrait emprunter la transition pour arriver à bon port. Ces acteurs politiques de la société civile et des médias disent avoir mieux compris leur rôle dans la conduite de la transition. La transition en elle-même est un défi. Il ne suffit pas de faire partir quelqu'un. Il faut aussi avoir le courage d'assumer les efforts nécessaires pour s'en sortir. Il faut avoir aussi l'intelligence de faire les bons choix. On n'a pas eu l'occasion de questionner en retour les participants pour qu'ils posent sur la table les préoccupations qu'ils ont en tant qu'acteurs de la transition. On aurait pu nous demander qu'est-ce que nous voyons comme autre perspective, comme autre goulot d'étranglement de la transition et quelles solutions apporter pour que nous, en tant que politique ou société civile ou forces de défense et de sécurité ou toute autre composante qui a pris part, puisse dire voici nos appréhensions. Voici la lecture que nous avons par rapport à tel problème et nous envisageons telle solution. La formation de 3 jours est l'idée de la communauté des États sahélo-sahariens et de la fondation allemande Hans Seidel. Une façon pour eux de contribuer au succès de la transition. Nous avons surtout eu aussi un dialogue très constructif venant même des acteurs de la transition qui ont soulevé nombre de difficultés, qui ont fait des propositions de solutionnement aussi. Donc l'un dans l'autre, comme nous l'avons dit, c'est une plus-value dont chaque acteur, dont chaque responsable de la transition doit pouvoir s'approprier pour nous permettre d'avancer vite et bien. Les acteurs de la transition vont certainement être plus en phase avec les espoirs des populations. Il est prévu du reste d'autres formations. Après la Turquie, c'est au tour de la Tunisie d'accueillir le Premier ministre. Yacouba Isaac Zida a été reçu à son arrivée en audience par son homologue tunisien et le ministre des Affaires étrangères de ce pays. Les autorités tunisiennes ont montré leur disponibilité à accompagner le Burkina dans l'organisation technique des prochaines élections. Reportage de nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene, Karim Patrick Namouano. La Tunisie vient de tourner une nouvelle page de son histoire politique, couronnée de récentes élections démocratiques. Celle du Burkina Faso s'ouvre et l'expérience du berceau du printemps arabe sera mise à contribution pour parachever le processus de transition politique. La Tunisie a une bonne expérience dans l'organisation des élections. Nous avons fait depuis la Révolution 3 élections et nous avons mis en place une structure indépendante qui a été chargée de faire ces élections et nous avons accumulé une expérience assez intéressante dans ce domaine. Donc nous avons décidé de mettre à la disposition du Burkina Faso toute l'expérience que nous avons acquise dans ce domaine, surtout dans le domaine de la coopération technique. Les perspectives dans la coopération entre les deux pays sont porteuses d'espoir pour réussir le pari d'octobre 2015. C'est l'un des principaux défis du gouvernement burkinabé. Nous sommes reconnaissants à ce pays frère et ami pour sa disposition à nous accompagner afin de permettre au peuple burkinabé de réussir cette phase de son histoire. Au-delà des sujets politiques, les convergences de vues sur la formation militaire, la recherche, les études universitaires et la lutte contre le terrorisme augurent d'heureuses perspectives. Nous avons convenu d'accélérer cette action par la tenue de la commission mixte au plus tard au mois de juin 2015, avant les élections, pour mettre en place des projets communs. Les bases d'un dialogue permanent viennent d'être consolidées.
C'est la preuve que la coopération sud-sud peut ouvrir la voie vers un développement solidaire en Afrique. La Chambre des mines du Burkina souhaite une meilleure sécurisation des investissements miniers et du personnel lors de l'adoption du projet de loi portant code minier. Une délégation de la Chambre a été reçue en audience ce matin par le président du CNT qui a prêté une oreille attentive à ses préoccupations. Reportage Draman Guéné. Le projet de loi portant code minier au Burkina Faso est déjà sur le bureau du Conseil national de la transition. Cette délégation de la Chambre des mines est ici chez le législateur pour lui proposer son expertise et lui faire part de ses préoccupations pour l'adoption du texte. Nous sommes venus dire au président de la transition notre disponibilité à apporter aussi notre contribution aux discussions qui doivent conduire, nous l'espérons, à l'adoption d'un code minier qui sera profitable aux investisseurs, au Burkina et aux populations locales. La préoccupation fondamentale, c'est quand même la sécurisation des investissements. Pour tout investisseur, la sécurité des biens et des personnes est un critère fondamental. Élie Justin Ouedraogo dit avoir eu la promesse d'un exemplaire du projet de loi de la part du président du Conseil national de la transition. Cet exemplaire, une fois acquis, permettra à la Chambre des mines de mieux s'imprégner du texte pour d'éventuels amendements. Après la découverte de canettes de boissons périmées, une information judiciaire a été ouverte par le parquet du procureur du Faso. 12 personnes ont été mises aux arrêts. Dans le cadre de cette information judiciaire, le procureur du Faso a donné une conférence de presse pour faire le point de cette affaire dite des boissons en canettes périmées. Tobom Evelyne Dabiré. Pour ce qu'il conviendrait désormais d'appeler l'affaire dite des boissons en canettes périmées, une information judiciaire ouverte depuis le 20 février dernier a permis d'entrevoir la suite réservée à cette procédure. La première procédure, une procédure de flagrant délit, dont l'objectif pour notre parquet, c'est obtenir la condamnation de ces personnes pour le chef de tromperie de consommateurs et de détention d'appareils qui consistent donc à falsifier ces boissons. Nous avons des infractions de base que nous allons donc utiliser comme base d'action pénale, savoir l'administration de substances nuisibles à la santé. Nous avons également la fraude douanière. Et ce sont déjà des indices concordants que nous avons. Pour le procureur du Faso, l'objectif du parquet est de condamner toutes les personnes coupables de ces actes, mais surtout répondre avec précision à certaines questions telles que l'entrée de ces marchandises sur le territoire national a-t-elle respecté la réglementation, notamment douanière? Également, qui sont les vrais propriétaires de ces marchandises? Ces marchandises sont-elles mises en consommation? Et si elles le sont, c'est depuis combien de temps? Et également, quelles sont les conséquences sur la santé de nos populations? Des questions qui trouveront certainement réponse au cours de ce procès public le mardi 17 mars à venir, à partir de 8h au palais de justice de Ouagadougou. Mais ce procès aura lieu à condition que le ministère en charge du commerce renonce à la transaction avec le fautif, comme le permet la loi. C'est une loi particulière en matière de concurrence. Et cette loi met l'accent sur le pouvoir du ministère du Commerce de faire la transaction. Le ministère peut ne pas opter pour une poursuite au niveau des juridictions et demander à la personne de payer des dommages-intérêts. Et si le ministère décide de faire la transaction, le procureur n'a pas le droit de faire des poursuites. Le procureur est lié à la décision du ministère du Commerce quant à une éventuelle transaction. À ce jour, et dans l'attente du renoncement du ministère du Commerce à son droit de transaction, et dans l'attente de l'audition du président du groupe Obouf, propriétaire des entrepôts, un certain Noufou Ouedraogo, cité comme propriétaire des marchandises incriminées, et 11 autres personnes sont en garde à vue, mais présumées innocents, jusqu'à ce que le juge décide de leur sort, a précisé le procureur du Faso.
Cette découverte pose le problème de la qualité des produits alimentaires importés. L'émission de débat controverse aborde la question ce soir à partir de 21h. Les invités tenteront de répondre à des interrogations comme quelle est la situation actuelle des produits alimentaires d'importation et faut-il se méfier de tous les produits importés. En attendant 21h, suivons la réaction du groupement del Burkina. Vous savez, ça fait des années que le groupement se plaint de la porosité des frontières et de la concurrence déloyale à laquelle doit faire face l'industrie nationale. Donc je pense que c'est le circuit habituel que l'on dénonce depuis des années qui a été utilisé pour l'arrivée de ces produits sur le marché. Le GPI a une charte de probité et d'éthique pour tous ses membres et nous nous assurons de ne pas avoir au sein du groupement des membres qui soient à la fois des falsificateurs ou des tricheurs ou des voleurs. Donc c'est pas pour autant que ceux qui ne sont pas du GPI en sont, pas du tout. Hein. C'est que chacun est libre d'adhérer ou non au GPI. À ma connaissance, le groupe incriminé ne fait pas partie, n'est pas membre. Mais si tel était le cas, vous inquiétez pas que les sanctions auraient été très certainement prises, si tant est que l'enquête amène une condamnation, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, comme je vous disais, anticiper sur les résultats de l'enquête. Un extrait de l'émission controverse de ce soir 21h. Les 6 élèves du lycée Santa Samate de Nyangologo, accusés d'avoir saccagé le domicile et incendié le véhicule de leur proviseur, ont comparu mardi dernier devant le tribunal correctionnel de Banfora pour répondre de leurs actes. Les troubles étaient survenus le 2 février dernier dans la localité. Reportage à Banfora, Draman Kabori. Dégradation volontaire des biens mobiliers et immobiliers au cours d'une manifestation sur la voie publique, c'est le chef d'inculpation retenu par le tribunal correctionnel de Banfora à l'encontre de 7 élèves issus des 2 lycées publics de Nyangologo. C'est dans une atmosphère quelque peu houleuse que va s'ouvrir ce procès à forte présence des forces de sécurité. Parmi la foule constituée en majorité des scolaires, des parents des prévenus et des professeurs, figurait une vingtaine de membres de la coordination des élèves et étudiants du Burkina Faso venus de Ouagadougou pour soutenir leurs camarades. Par rapport à ce qui a été proposé par le procureur, nous n'entendons pas ça de cette façon. Parce que déjà, nous pensons que dans le fond, lorsque nous avons également suivi, ça nous a réconforté dans notre position qu'il n'y a pas quelque chose dans le fond qu'on puisse reprocher à nos camarades. Pour nous, c'est effectivement la libération sans condition et sans délai. Du côté des prévenus, 3 avocats commis par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP étaient chargés de leur défense. À l'ouverture du procès, ceux-ci vont soulever une exception de nullité de la procédure. Autrement dit, demandent l'annulation du procès pour non-respect du délai de comparution qui devait se tenir immédiatement dès leur incarcération ou au plus tard la prochaine audience. Ils ont été jugés ici selon la procédure des flagrants délits. La procédure des flagrants délits, c'est quand vous êtes en train de commettre l'infraction ou bien on estime que non, l'infraction a été commise il n'y a pas longtemps. Donc on vous appréhende et tout de suite on vous renvoie donc en jugement. Et là nous avons constaté que vos clients ont été déposés. Leur mandat de dépôt date du 5 février. Alors, entre le 5 février et aujourd'hui, nous avons constaté qu'effectivement, il y a eu des audiences correctionnelles le 10 février et le 17 février. Après plus de 9 heures de débats oratoires au cours desquels les prévenus ont rejeté en bloc les faits, le procureur du Faso a requis le relax de 2 élèves et la condamnation de 5 autres à 1 mois de prison ferme. Quant aux proviseurs et 6 professeurs du lycée, ils réclament la réparation des dommages subis. Les avocats de la défense qui ne sont pas du même avis vont réclamer à ces derniers qu'ils accusent d'être à la base de ces troubles la somme de 2 millions de francs CFA pour les frais constitués à payer solidairement. Les acteurs de l'éducation sont réunis à Koudougou pour faire le bilan des examens scolaires et professionnels de la session 2014. Un bilan qualifié de positif, même si des défis doivent être relevés pour des meilleurs résultats cette année. Les acteurs de l'éducation sont en quête de nouvelles innovations. Isaïe Parkouda. Les examens et concours scolaires, session de 2014, ont été fructueux selon les acteurs du système éducatif réunis à l'occasion de cet atelier bilan. Sur 328 695 candidats présentés au certificat d'études primaires, 270 299 ont été admis
soit un taux de succès de 82,23%, entraînant du coup une hausse remarquable de 20,54 points par rapport à la session de 2013. Toutefois, des difficultés demeurent et il faut des réformes pour permettre aux élèves de s'en sortir dans certaines matières comme la dictée, souvent considérée comme la bête noire des candidats. Nous avons donc essayé de voir et nous avons pu constater que sur 80 mots que peut compter une dictée, l'enfant, s'il se trompe sur 5 à 6 mots, il a 0 sur 10. Donc nous avons réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour revaloriser cet exercice-là. Les examens professionnels ont aussi donné un taux de succès de 90,26% au CAP contre 85,86% pour la session de 2013. Réunis ici, enseignants, parents d'élèves, directeurs régionaux, bref, les acteurs clés de l'éducation nationale vont se pencher sur la feuille de route devant orienter les actions relatives au transfert, à la mise en œuvre du continuum et les évaluations certificatives. Il y a un certain nombre de révisions d'un certain nombre de choses que nous devons opérer forcément pour être en phase avec le continuum. Et la question des certifications est très importante à cela. Néanmoins, des certifications ont eu lieu en 2014. Il faut d'abord les évaluer, voir qu'est-ce qui a marché dedans, quelles ont été les forces et les faiblesses, et également essayer de jeter les bases d'une réflexion pour ce qui pourrait être maintenant les certifications avec la mise en œuvre du continuum. Ce cadre de réflexion sur l'organisation des différentes évaluations vise à mieux appréhender les forces et les faiblesses tout en recherchant des solutions appropriées pour réussir les sessions prochaines. Les participants ont 72 heures pour formuler des recommandations allant dans ce sens. La qualité de l'éducation dépend du public comme du privé, d'où la colère des enseignants du privé qui ont observé aujourd'hui un sitting à l'appel des syndicats des écoles privées, un mouvement pour exiger les mêmes droits et les mêmes avantages que les collègues des écoles publiques. Reportage Aboubakar Sayou. Ils ont déserté les classes ce matin pour se faire entendre. À travers ce sit-in organisé dans la cour de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du centre, les enseignants du privé exigent du gouvernement les mêmes avantages que les enseignants du public. Ils réclament notamment les mêmes formations continues et les mêmes conditions de vie, car pour eux, il ne devrait pas y avoir de différences criardes entre les enseignants du même système éducatif. La date du lundi 23 février 2015 a été retenue comme une date de session de formation en ACI, PDCI, qui est une nouvelle approche émanée par le projet japonais qui exige la prise en charge de tous les enseignants. Et de ce fait, le privé est mis en écart. Alors que nous n'enseignons pas des enfants du privé. Nous n'enseignons pas des Américains ni des Français. Nous enseignons des enfants burkinabés. On nous a toujours rejetés en disant que c'est une question de budget, que ce n'est pas inscrit au budget. Et nous pensons que c'est des faux fuyants. Parce que le budget est conçu par le ministère. Et le ministère doit concevoir son budget en tenant compte des formations de tous les enseignants du pays et non prendre uniquement en compte que les enseignants du public. Dans la foulée, des concertations entre les responsables syndicaux et la représentante de la direction régionale ont eu lieu. La plateforme revendicative a été remise à cette dernière qui a assuré la transmettre acquis des droits. Les syndicats des écoles privées comptent poursuivre la lutte si rien n'est fait dans les prochains jours pour la satisfaction de leurs revendications. Le colonel Seydou Nia dirigera désormais le groupement de commandement d'appui et de soutien, une entité de l'armée de terre qui était jusque-là sous le commandement du colonel-major Yaya Séré. Le nouveau commandant a placé sa mission sous le signe de la discipline et de la lutte contre le terrorisme. Reportage Draman Guéné. Le colonel Seydou Nia préside désormais à la destinée du groupement de commandement d'appui et de soutien de l'armée de terre. Il remplace à ce poste le colonel-major Yaya Séré. Le nouveau commandant reçoit là le cutus et les recommandations de la hiérarchie. Le colonel Seydou Nia est nommé responsable du groupement de commandement d'appui et de soutien le 16 janvier dernier. Ancien élément de la dite unité, le nouveau commandant décline là les missions à lui confiées. Participer
aux missions de maintien de la paix. Ensuite, renforcer la capacité opérationnelle des différentes unités par la formation, l'instruction des hommes. Et ensuite, vous savez que nous sommes aujourd'hui confrontés à pas mal de fléaux, que sont le banditisme, la grande criminalité transfrontalière et bien sûr, récemment, une nouvelle menace qui menace pratiquement toute la sous-région, pour ne pas dire le monde, ce que nous appelons le terrorisme. Le colonel Seydou Nia est né le 13 février 1960 à Ouagadougou. Incorporé dans l'armée en 1980, il a occupé plusieurs postes de responsabilité et a effectué plusieurs missions à l'étranger. Le système Country-Stat régional a été lancé mardi dernier par l'UEMOA. C'est un système qui permet la mise à disposition en ligne de données statistiques fiables pour les politiques et programmes dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. Le volet régional de ce système permet ainsi de disposer d'un guichet unique. Sid Payete, Eleonore Ouedraogo. Country-Stat, c'est le nouveau système d'information en ligne sur l'alimentation et l'agriculture. Un site qui permet de disposer de statistiques fiables et de qualité, harmonisées selon les standards internationaux. Et avec ce lancement du volet régional de Country-Stat, l'UEMOA entend faciliter la planification des politiques et processus de prise de décision dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Nous donnons la priorité à la production des statistiques agricoles. Donc, qui dit agriculture parle de l'élevage et de la pêche, pour effectivement que nos États membres puissent avoir en leur possession des données liées au monde rural pour permettre aux responsables, différents responsables de ces pays, de mieux décider, de mieux mettre en œuvre les politiques économiques. Country-Stat s'inspire du système mondial de la FAO, FAO-Stat, qui devra accompagner l'UEMOA dans la gestion de ce guichet régional pour accès simple aux statistiques. C'est un instrument dynamique, il n'est pas statique. C'est des données qu'on doit mettre à la disposition, qu'on doit intégrer progressivement. Chaque fois qu'il y a des données, il faut les intégrer pour que ça puisse alimenter l'outil régional. L'outil régional n'invente rien. Les données viennent des États. Donc, mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait des financements. Les gouvernements des différents pays de l'UEMOA sont donc chargés d'assurer la durabilité et la pérennisation du site. Notre ministère sera fortement sollicité parce qu'il s'agit de données agricoles et alimentaires. Et nous savons que nous sommes dans un pays agricole, j'allais dire arriéré. Donc il est certain que le ministère de l'Agriculture va effectivement apporter sa contribution. Country-Stat a été créé dans le cadre du projet Country-Stat pour l'Afrique subsaharienne. Il a une capacité de gestion des données d'une importante quantité avec une production des résultats en temps réel. Santé, une rencontre de restitution et de validation du rapport d'achèvement du projet d'appui au secteur de la santé et de la lutte contre le sida s'est tenue mardi dernier. Les acteurs de la mise en œuvre du projet financé par la Banque mondiale ont pu ainsi amender le document et faire des recommandations. Sie Sylvestre Wendata Nathalie Kaore. De 2001 à 2014, le taux de prévalence du VIH-Sida au Burkina Faso est passé de 4% à 1% et les infections sexuellement transmissibles ont sensiblement diminué. Au dit du gouvernement et des acteurs de la santé, ces régressions sont dues en grande partie à la mise en œuvre du projet d'appui au secteur de la santé et à la lutte contre le VIH-Sida et les IST. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains, soit 11 milliards 560 millions de francs CFA. La contribution de la Banque mondiale a permis d'identifier au moins 70 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, a permis de mettre en œuvre une prise en charge pour 45 000 personnes sous ARV. Ensuite, il y a la coordination et l'action opérationnelle sur le terrain. C'est grâce à cet appui qu'on a pu financer pendant un certain temps les comités ministériels de lutte contre le sida et les comités institutionnels de lutte contre le sida, de manière à développer dans l'ensemble des ministères la capacité de sensibiliser leur personnel à la lutte contre le VIH-Sida. Les activités du projet dans le cadre de sa composante appui à la santé ont donné aussi des résultats appréciables.
Si vous prenez les indicateurs qui étaient contenus dans le projet au départ, nous avons atteint à presque parfois plus de 100% certains indicateurs. Je citerai par exemple le taux de couverture des accouchements assistés qui est aujourd'hui à plus de 80%, le taux de couverture vaccinale qui est à plus de 100%, le taux de malnutrition qui a régressé considérablement au niveau de notre pays. Toutes les activités réalisées ont fait l'objet d'un rapport que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet sont invités à amender et à valider. Ils devront en outre faire des recommandations pour atteindre des meilleurs résultats. Le rapport final sera transmis au gouvernement et à la Banque mondiale. Pour boucler cette édition, la revue de la presse, Abdoul Rasmane Zongo a lu pour nous les quotidiens de ce jeudi. Blaise Compaoré, il s'active pour reprendre le pouvoir. Tel est le titre incitatif à la une du quotidien Le Soir. Dans la rubrique Qui vive, remarque notre confrère, il y a ces derniers temps un balai incessant d'anciens dignitaires du régime Compaoré auprès de leur champion à Yamoussoukro. Il s'agit du directoire national du CDP, d'anciens ministres, et les commerçants ne sont pas en reste. Le journal s'interroge alors, que va faire ce grand monde au pays de Ouattara? Il ne peut s'agir que de remobilisation et d'organisation dans la perspective des élections à venir, répond le quotidien qui en conclut en ces termes. Un retour du président Compaoré aux affaires, quelles qu'en pourraient être les raisons, va créer et exacerber les tensions politiques et sociales qui vont sans doute compromettre la stabilité du pays. Aujourd'hui, Ofaso fait un focus sur les mauvais élèves de l'État, les mauvais payeurs. Il s'agit de la publication de la liste des débiteurs de l'État. Près de 26 milliards de francs CFA de chèques impayés se baladent allègrement dans la nature. La même information est reprise par le quotidien Le Pays, qui parle plutôt de révélation, car ces débiteurs débusqués maintenant, l'État s'apprête à les pourchasser. Le journal L'Observateur, dans le même ordre d'idées, évoque les 26 milliards de francs CFA de chèques impayés par les 17 banques. À cela s'ajoutent 7 milliards de francs CFA de chèques impayés non recouvrés par 30 gros émetteurs et 11 milliards de francs CFA de chèques impayés non recouvrés par 30 gros tireurs, soit au total 44 milliards de francs CFA de chèques impayés cherche-preneurs. Autre actualité à lire dans les éditions Le Pays, c'est la colère de Frédéric Zoungrana, coordonnateur du mouvement Soyons Sérieux. Pour lui, ce n'est pas sérieux d'utiliser 82 millions de francs CFA pour organiser les festivités du 8 mars prochain. C'est du gaspillage tout simplement. Pendant ce temps, le temple de l'ébullition du savoir, de la pensée et de la connaissance est paralysé, nous informe Le Pays. Oui, les étudiants de Ouagadougou sont en grève de 48 heures depuis ce 25 février. Ils réclament globalement de meilleures conditions d'études, notamment l'augmentation de l'aide, la suspension du système licence-master-doctorat. La nationale des fibres textiles, Sofitex, a un nouveau responsable, en la personne de Bernard Zougri, rapporte aujourd'hui au Faso, qui, sportivement, manifeste son étonnement sur le choix fait à Gernot Rohr comme nouveau sélectionneur des étalons. Son dernier bilan avec le Niger, détaille le journal, est le suivant. 2 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites. À l'étonnement d'aujourd'hui au Faso, Sidoya répond par la surprise et nous confie en même temps qu'Aristide Bansé décroche un nouveau contrat de 2 ans avec le club Palvodor de Kazakhstan après son passage dans le championnat finlandais. Notre temps tente d'expliquer ici le choix porté sur le franco-allemand contre le Nigérien Stéphane Kishi et le Serbe Milovan Rajevac. Gernot Rohr aurait fourni des informations précises et pointues sur certains joueurs burkinabés et même aurait relevé les raisons de l'échec du Burkina Faso à la finale de la CAN 2013, la mauvaise prestation des étalons à la CAN 2015. Il aurait proposé un plan de carrière pour le football burkinabé, se justifie notre temps. Le successeur de Paul Put, Gernot Rohr, âgé de 61 ans, a un contrat de 2 ans renouvelable avec les étalons. Son salaire n'est pas encore connu. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous, 22h15, en compagnie de Wendata Nathalie Kaoré. Excellente soirée à toutes et à tous.